Le 21 février 1916, le général Passaga est en poste dans les Vosges, à 160 km de Verdun. Le grondement du déluge d'artillerie allemande résonne jusque dans son poste de commandement. Il note dans ses mémoires: l'ébranlement produit par le tir d'artillerie allemand est tel qu'il se propage à plus de 150 km au sud de Verdun. Dans les Vosges, près du lac Noir, où se trouve alors mon poste de commandement, je perçois nettement par le sol de mon abri un roulement de tambour incessant. Alexandre Renaud, France, mai 1916. 100 fois par jour, on entend cette lancinante question. Quelle heure est-il ? Ils n'ont pas de montre. Et pour ne plus entendre cette phrase qui me brûle les oreilles, j'ai accroché la mienne à un quillon de baïonnette près de la bougie. L'avalanche d'obus reprend. La bougie s'éteint. Quelle heure est-il ? Quelle heure est-il ? Souvenir d'un lieutenant français inconnu, 26 février 1916, à la veille de l'attaque du village de Douaumont. C'était nous les défenseurs du village. Nous savions ce qui nous attendait. Nous connaissions assez notre colonel et nous nous connaissions assez nous-mêmes pour savoir que jamais il serait question d'abandonner le village. Plus encore, nos hommes s'étaient jurés les uns aux autres et je m'étais juré à moi-même de mon côté. Tout, même le pire, plutôt que de tomber prisonnier. Lettre trouvée sur un soldat allemand inconnu, 21 mars 1916, à la côte 265. Dès les premiers bonds, les projectiles se mirent à siffler au-dessus de nos têtes. Nous reçûmes un feu terrible de mitrailleuses et d'artillerie au moment où nous nous lancions à l'assaut de la côte 265. En poussant des hurrahs, nous enlevâmes les premières tranchées. Malheureusement, nous y subîmes des pertes assez fortes. Dans mon escouade, qui comprenait 19 hommes, il n'en reste plus que 3. Celui qui s'en tire avec une petite blessure et qui, grâce à cela, est évacué vers l'arrière, peut dire qu'il a de la chance. Dès le début de la bataille de Verdun, Georges Duhamel travaille à l'ambulance du 3e corps d'armée. Ceux qui étaient de garde allaient jusqu'à l'épuisement de la besogne. Mais nous étions sans cesse de garde, car le flot des blessés arrivait, ininterrompu. Je ne me rappelle pas avoir eu jamais le temps d'une promenade. Je n'ai jamais pu m'éloigner de l'ambulance, même une demi-heure. Nous en étions à fonctionner comme un poste de secours de seconde ligne. Soigner des hommes patiemment, les voir petit à petit se dégager de la fièvre et de la torpeur, il ne fallait même pas y songer. Les soldats, opérés aussi complètement que possible, étaient dès le lendemain entassés dans des voitures et dirigés vers l'arrière. Les gants de caoutchouc manquaient et nos demandes restaient sans résultat. Nous nous lavions les mains à l'alcool iodé, et comme il faisait froid, nos gerçures, brûlées par cette drogue, nous faisaient grand mal. Souvent, le grondement de la bataille s'enflait jusqu'à devenir intolérable. Les explosions se rapprochaient, auxquelles l'écho du bois répondait par de longs hurlements désolés. Alors, l'un de nos infirmiers me posait doucement mon casque sur la tête, et je ne m'arrêtais même pas de travailler.